Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Voici les titres de l'actualité. Tout d'abord, la France est reconfinée, les petits commerces sont fermés. Des maires en ont fait un combat pendant que les commerçants, eux, cherchent des solutions pour écouler les stocks. Nous verrons lesquels. L'hommage des écoles de France, l'hommage de la nation au professeur Samuel Paty. 1 minute de silence et des débats sur la liberté d'expression ont rythmé cette rentrée scolaire, pas comme les autres. Le Tour de France cycliste 2021 a été dévoilé cette semaine. La course la plus populaire du monde réserve encore, vous allez le voir, quelques belles surprises, notamment dans les Alpes. Enfin, des enfants d'un petit club de foot du Mans ont eu la chance d'accueillir, vous allez le voir en fin de journal, le Real Madrid. Voilà, comme je vous le disais dans les titres, nous commençons ce Grand JT des Territoires par l'hommage national qui a été rendu à Samuel Paty, ce prof d'histoire géo de Conflans-Sainte-Honorine, victime d'un horrible attentat. Dans toutes les écoles de France, 1 minute de silence a été respectée à 11 heures précises. Vous voyez ici, sur ces images de nos confrères des télévisions locales de France, les hommages nationaux qui ont eu lieu à Annecy, à Rennes, à Saint-Dié dans les Vosges ou encore dans la ville de Troyes. Je vous propose d'écouter quelques réactions d'élèves après cette cérémonie. Regardez. Ça touche le domaine scolaire, donc c'est bien d'en parler et pas de faire comme si de rien n'était parce que c'est important. Sur 1 heure de cours sur toute la vie, en hommage à quelqu'un qui a perdu sa vie. On revoit ce qui s'est passé un peu, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, puis on en parle à l'école. Ça fait réfléchir sur ce qui s'est passé. Ça a été violent d'apprendre ça, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours et c'est assez choquant ce qui lui est arrivé. Et il faut plus que ça se reproduise parce que c'est pas normal. Cette rentrée s'est donc faite dans un climat difficile pour les élèves, entre hommage national et nouveaux protocoles sanitaires à respecter. Caroline Fichter de la chaîne WEO s'est rendue dans une classe à Kelley dans les Hauts-de-France pour y rencontrer des lycéens. Regardez son reportage. Il est midi, les élèves du lycée Léonard de Vinci sortent de cours. Ici, le port du masque est généralisé et la distanciation globalement respectée. Par contre, dans l'enceinte de l'établissement qui accueille plus de 1000 jeunes, la situation est différente. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé et que du coup, ils ne sont pas trop préoccupés de ça. Ça m'inquiète parce que Emmanuel Macron a dit que c'était pour protéger les jeunes, mais pas vraiment, quoi. Les élèves sont tous les uns sur les autres. Les distanciations ne sont pas respectées non plus et on est tous regroupés l'un sur l'autre, donc c'est un peu compliqué, quoi. Côté enseignant, le discours est sensiblement le même. Il faut accentuer la distanciation et pour ça, il faudrait travailler en demi-groupe. C'est ce que demande le syndicat SNES-FSU pour pouvoir poursuivre l'accueil des élèves dans de bonnes conditions au sein des établissements. Toutes les revendications qu'on a, tous les mouvements de grève qui ont lieu des enseignants en ce moment, c'est vraiment pour garantir le meilleur accueil possible aux élèves, pour protéger les élèves et leurs familles, pour permettre d'accueillir des élèves. C'est la solution des demi-groupes. Donc la bagarre qu'on mène, c'est vraiment pour laisser les établissements ouverts, accueillir, faire court, parce qu'on sait bien que le distanciel, c'est une catastrophe pour les élèves. Donc voilà, c'est vraiment cette idée d'accueillir en toute sécurité pour les personnels, les élèves et leurs familles. Le SNES-FSU a déposé un préavis de grève pour toute la semaine prochaine. Objectif, dénoncer collectivement l'insuffisance du protocole sanitaire, l'atteinte à la santé et la sécurité au travail des personnels et des conditions de travail dégradées. Les EHPAD sont durement touchés par cette pandémie, vous le savez, et les personnes âgées font partie des très nombreuses victimes. Le gouvernement, de son côté, souhaite tester plus vite, plus rapidement, grâce à de nouveaux outils. C'est le cas de ces tests dits antigéniques que l'on peut trouver dans les pharmacies depuis quelques jours. Les équipes de Canal 32 sont allées dans un établissement de Béviande, dans l'Aube, pour tenter d'y voir plus clair. Regardez. Depuis ce mardi matin et durant 4 jours, dans cette EHPAD de Bréviande, tous les personnels passent un test antigénique. Un test extrêmement rapide. On n'attend pas 1 à 2 journées dans les laboratoires et c'est fiable. Moi je viens dévisser le bas du tube à essai, j'y dépose 5 gouttes et ensuite, une fois que les 3 sont réalisés, je lance le compte à rebours pour 15 minutes. Une seule barre, ça veut dire que le test est négatif et quand il y a 2 barres, ça veut dire que le test est positif. Nous avons 100% de tests négatifs. Plus de 40 000 tests antigéniques ont été distribués auprès des 44 EHPAD de l'Aube. Dans ces établissements accueillant des personnes vulnérables, ces tests massifs ont pour vocation de protéger les personnels, les résidents et surtout stopper la propagation du virus. C'est assez lourd quand même psychologiquement parce qu'on se dit que si nos résidents tombent malades, ça peut être à cause de nous. Quand on est un peu enrhumé ou quand on a un peu des maux de tête, un peu mal à la gorge, oui, on se pose des questions. Et donc là
Et bien là, on ne se pose plus de questions. Il faut bien comprendre que le personnel qui travaille en EHPAD est un personnel qui vient le matin souvent avec la trouille. Ils ont peur d'attraper ce virus. C'est la même problématique au centre hospitalier ou dans les cliniques. Et donc le fait d'avoir ce test, ce sont des cas négatifs, et donc on va pouvoir redémarrer à zéro, faire du bon travail. En cas de résultat positif, les personnels doivent s'isoler durant 7 jours. Ce dépistage auprès d'environ 2500 salariés doit également permettre de dresser un état des lieux. Depuis le mois de mars, les professionnels sont très attentives à cela. Elles nous disent faire très attention quand elles vont faire les courses, quand elles sortent sur leur vie privée, et ça va les rassurer dans leurs gestes du quotidien. Donc oui, effectivement, c'est un test à l'instant T, et dans 3 jours, peut-être que ça peut être différent. Chaque professionnel qui se sera senti en difficulté dans sa vie privée, qui estime avoir été mis en difficulté, pourra venir nous voir et on pourra lui faire un test rapidement et dans le quart d'heure qui suit avoir le résultat, et elle pourra travailler sereinement. L'ARS, par le biais de la protection civile, a également distribué ces tests antigéniques auprès des 4 unités de soins longue durée. Je vous en parlais dans les titres en début de journal, direction la Loire maintenant. Pendant que les maires montent au créneau contre le gouvernement, certains commerçants cherchent des solutions pour continuer leurs activités et ne pas sombrer surtout. Vous allez le voir, il y a ceux qui contournent le problème en se réinventant avec la mise en place de sessions shopping, ça s'appelle comme ça, et sur les réseaux sociaux, d'autres trouvent des failles au système pour continuer d'ouvrir leurs boutiques. C'est un reportage réalisé par les équipes de TL7 dans la Loire. Regardez. Cette boutique est fermée depuis vendredi, mais pourtant, à l'intérieur, la propriétaire s'active. Le reconfinement a été un coup de massue, mais la commerçante a choisi de ne pas se laisser abattre et de proposer ses services de manière différente. Chaque mardi soir, elle proposera un live sur sa page Facebook. Il suffit d'un ordinateur, d'un téléphone et de l'aide de sa fille comme mannequin, et le tour est joué. Le premier live a été un vrai succès, 35 commandes en une demi-heure. Les clientes étaient au rendez-vous. C'est tout simple, hein, un ordinateur, vous mettez des numéros en fait pour vous, pour pas vous perdre dans vos achats. Et en fait, les gens donnent le numéro de l'article avec leur taille. Il n'y a rien de compliqué, tout le monde peut le faire, vraiment, vraiment. Les commandes seront ensuite livrées ou proposées en drive devant la boutique. Pas question ici de rentrer dans le commerce. À Saint-Just-Saint-Rambert, ce concept store a choisi de rester ouvert. Une fronde pour dénoncer les décisions jugées incohérentes du gouvernement. La boutique est restée ouverte cette fin de semaine et ce matin, les commerçants jouent sur les failles du système pour continuer les ventes. Donc on a décidé d'ouvrir tant que les grandes surfaces pourraient vendre de tout, tant que Babou, Jiffy, Nose, La Foire Fouille resteraient ouverts parce qu'ils vendent. Pour certains, ils se cachent derrière le papier toilette. Pour d'autres, c'est le gel hydroalcoolique. C'est bien connu. On va tous acheter notre papier cul chez Jiffy. Mais ce rayon première nécessité n'est pas vraiment là à des fins économiques. Chacun est libre de se servir gratuitement. Le cadeau de la maison de ces commerçants qui cachent une vraie colère. Mais en fait, il n'y a que moi qui suis confinée. Parce que ma gamine, elle va à l'école. Enfin, mes gamins, ils vont à l'école. Les gens qui bossent, ils vont au boulot. Donc il reste qui de confiné en fait? Les personnes âgées, les chômeurs et les petits commerçants. C'est quoi ce confinement en carton quoi? Mais faites-moi un vrai confinement dans ces cas-là. Le premier je l'accepte quoi, mais un vrai confinement. Mais là regardez, ça, c'est la vie. Ces commerçants ne savent pas combien de temps leur fronde va durer. Ce qu'ils souhaitent, alerter la population et pouvoir réouvrir le plus rapidement possible pour assurer la période la plus importante de l'année pour leur chiffre d'affaires, les fêtes de fin d'année. Les chambres de commerce et d'industrie, de leur côté, tentent de se mobiliser pour aider les commerçants en difficulté. En Bretagne, vous allez le voir, la CCI propose de mettre en place des solutions comme celle du click and collect, en fait le retrait en magasin, qui permettra à ces commerçants de continuer une activité malgré la fermeture administrative. C'est un reportage de TVR, la chaîne de Rennes, regardez. Boutique Roux, c'est une institution dans le quartier de Paramé à Saint-Malo. Si ce magasin de vêtements multimarques a ouvert ses portes en 1947, ce n'est qu'au printemps dernier qu'il a lancé son premier site internet de vente en ligne. C'est vrai que moi, en tant que présidente des commerçants, j'incite mes collègues à faire de même, hein, déjà fonctionner sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ils ont des petites boutiques, ils peuvent mettre des produits dessus. Il y a des sites gratuits aussi pour des petites structures, voilà. Des grosses structures comme moi, il y a d'autres dans le secteur qui en ont et qui ont fait pareil, hein. Cette digitalisation représente un travail considérable de référencement pour les commerçants, mais devrait à terme porter ses fruits.
C'est une nouvelle clientèle à capter et voilà, et je mettrai le temps qu'il faut, mais je suis confiante. La Chambre de commerce et d'industrie considère aussi qu'Internet est la deuxième vitrine des commerçants. Elle renforce en ce moment ses actions d'aide et d'accompagnement. Les 10 conseillers de la Chambre de commerce vont appeler les entreprises pour les aider, leur donner des solutions, que ce soit sur des produits de base ou des produits plus complexes. C'est ainsi que le bar hôtel-restaurant Le Britannique s'est lancé dans la vente à emporter en mai dernier. Alors on s'est dit qu'en reprenant un petit peu de vente emportée, chose qu'on n'avait jamais fait puisque ce n'était pas notre boulot, on a tenté. Bon, ça a payé quelques factures. À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est pas suffisant pour sauver les meubles. Faute de rentabilité, cette vente à emporter est surtout vue comme un moyen de ne pas perdre le contact avec la clientèle des habitués. Nous prenons maintenant la direction des Yvelines. Avec le nouveau confinement, les entreprises doivent s'adapter et avoir recours majoritairement, vous le savez, au télétravail. C'est le cas pour les sociétés du secteur tertiaire. Exemple avec 2 entreprises de Saint-Quentin en Yvelines et le technocentre Renault de Guyancourt avec ses 11 000 salariés. Un reportage de Nicolas Dandry pour TV78. Elles sont nombreuses à pouvoir poursuivre leur activité en télétravail. Les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines, majoritairement dans le secteur tertiaire, ont remis en place cette organisation. Spécialisée dans les services de stockage informatique et de cybersécurité, Antemeta a décidé de mettre 110 personnes en télétravail sur les 180 employés du site de Guyancourt. On a pris la décision avec l'ensemble des membres du comité de direction de généraliser le télétravail en assurant une permanence pour les activités qui nécessitent d'être continuées, notamment nos activités de SOC, de monitoring, commercial et d'intervention et de maintenance chez nos clients. Je pense que dans tous les cas, le télétravail, en tout cas le confinement, change les méthodes de travail pour l'avenir et que le télétravail va forcément devenir une petite norme, en tout cas, dans les entreprises. Et nous, on constate déjà, même dans nos entretiens de recrutement, qu'effectivement, les candidats nous posent la question. Autre exemple avec D-Link France. Son siège est installé dans le quartier de l'hypercentre de Montigny-le-Bretonneux. Aujourd'hui, sur la vingtaine de collaborateurs, 17 poursuivent leur activité depuis leur domicile. Il reste malgré tout des besoins de temps en temps d'être au bureau. On n'est pas dans le même confinement que le premier confinement. Le premier confinement, l'activité s'était réduite de façon assez importante. Là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, les besoins d'être au bureau parfois sont impérieux, en réception de produits, etc. Du côté du technocentre Renault, le télétravail est aussi la règle. Seulement 10% des 11 000 salariés sont actuellement présents sur le site. Leur présence est nécessaire de par leur mission, l'activité sur des prototypes, sur des bancs d'essai ou les projets urgents sur de futurs véhicules. Avant ce nouveau confinement, depuis le 7 septembre 2020, les collaborateurs du technocentre télétravaillaient 3 ou 4 jours par semaine. Comme je vous le disais dans les titres, le nouveau tracé du Tour de France cycliste a été dévoilé cette semaine. Le Tour de France 2021 est la course la plus populaire du monde, vous le savez. Elle réserve pourtant encore une fois quelques belles surprises, notamment dans les Alpes. C'est ce qu'ont voulu savoir nos confrères de 8 Mont-Blanc. Regardez ce reportage. 3 jours après le premier grand rendez-vous du Tour de France 2021 et un contre-la-montre, la 8e étape du 3 juillet prochain entre Oyonnax et le Grand Bornand promet déjà beaucoup. 151 km avec 3 difficultés au programme, la côte de Mont-Saxonnet, le col de Rome et le col de la Colombière avant de redescendre sur la station des Aravis. Il y a 2 ans, Julien Alaphilippe s'était imposé en patron sur la ligne droite finale devant le stade de biathlon Sylvie Beckert. On a la chance, de par notre situation géographique au Grand Bornand, de se trouver soit à l'entrée des Alpes, soit à la sortie des Alpes. Et là, en l'occurrence, on sera avec l'étape Oyonnax-le Grand Bornand à l'entrée des Alpes et ce sera la première épreuve de vérité par rapport aux grimpeurs pour connaître leur état de forme. En tout cas, c'est une épreuve qui est attendue. Et quelques semaines après l'annulation de la Coupe du Monde de biathlon prévue initialement en décembre, ce retour du Tour de France au Grand Bornand est perçu comme une vraie reconnaissance. C'est vraiment un grand honneur, une grande fierté de recevoir à nouveau les coureurs de la Grande Boucle. C'est la 8e fois que le Grand Bornand est ville étape du Tour de France. C'est en tout cas reconnaître la culture vélo au Grand Bornand. Le Grand Bornand est labellisé vélo, accueil vélo. C'est aussi reconnaître quelque part notre savoir-faire. Le lendemain de cette arrivée au Grand Bornand, le peloton et la caravane partiront de Cluses pour Raillettignes pour l'étape Rennes des Alpes et ses 5 difficultés. Un passage du Tour de France que la commune de la Vallée de l'Arve affiche fièrement depuis ce lundi. Après 18 ans d'absence, ça fait 5 ans qu'on préparait un dossier. On a
On a montré qu'on était capable d'organiser des courses cyclistes comme d'autres événements durant ces dernières années. Le hasard a fait qu'on a rencontré Christian Prudhomme de passage en train de manger un sandwich sur la place de l'Hôtel de Ville il y a 3 ans. Et on a commencé à discuter sérieusement. Et puis voilà, 3 ans après, on a ce tour. Cluse et le cyclisme, c'est une histoire qui dure. Dans un passé plus récent, le Tour Sava-Mont-Blanc y a fait plusieurs fois escale. En ce qui concerne la Grande Boucle, ce sera la 3e année, après 1994 et 2002. Le départ, c'est vraiment partager quelque chose de plus long sur une matinée avec la population. C'est vraiment pour la population que nous avions opté pour un départ. Alors on a la chance d'avoir quand même un week-end complet parce que la veille, le 3 juillet, le Tour passera dans nos montagnes. Donc ça sera vraiment encore une fois une fête à la fois pour voir passer les coureurs et pour partager avec eux le moment de préparation du matin. Dans une période plus que compliquée à gérer pour les collectivités, l'annonce du parcours du Tour de France 2021 est une véritable bouffée d'oxygène, en espérant que cette prochaine édition puisse se tenir aux dates prévues. Voilà, je vous le disais dans les titres, juste avant le confinement, des enfants d'un petit club de foot du Mans, l'AS Villaret, ont eu la chance d'accueillir le Real Madrid. Il s'agit de la Fondation Real Madrid Clinic. C'est une branche du célèbre club espagnol qui organise des stages dans toute l'Europe pour récolter de l'argent à des fins caritatives. Au terme de cette semaine d'entraînement, 4 jeunes Sartois étaient même sélectionnés pour un stage national. Regardez ce reportage de LMTV Sarthe sur place. À la Toussaint, le Mans Villaret accueillait la Fundación Real Madrid Clinics, une branche du célèbre club de football espagnol qui organise des stages à travers l'Europe, pour soutenir des œuvres caritatives en Afrique et en Amérique centrale et du Sud. Au terme de la semaine, 4 footballeurs étaient choisis pour participer à un stage national, une sélection basée sur les performances sportives, mais surtout sur le comportement et l'état d'esprit des jeunes. C'est parler de valeurs, c'est inculquer les valeurs du Real de Madrid, c'est-à-dire la rigueur, le travail, le surpassement de soi, l'éthique sportive. On essaye de l'inculquer aux enfants toute la semaine, et puis surtout le fair play, et puis le savoir-vivre ensemble. Au programme Tournois et entraînements, les enfants ont découvert des méthodes et du matériel spécifique à la Cantera, le centre de formation du Real Madrid. On a rapporté la Sportation, donc la nouvelle technologie qui permet de calculer la vitesse des enfants sur du dribbling. La Sportball qui permet de calculer la vitesse de frappe et la rotation du ballon sur la frappe de chaque enfant. Des chasubles lumineux qui changent de couleur, qui permet aux enfants une prise d'information assez rapide, voilà, dans le sens du jeu, les partenaires qui changent, voilà, pas mal de choses. En tout cas, je pense que ça séduit les enfants. Une opportunité d'apprentissage pour les 90 participants et une occasion d'ouverture pour le club. C'est un vrai moment de partage et d'échange, puisqu'en fin de compte, on vit avec d'autres pays et d'autres process. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir d'autres façons de procéder. Ils nous ont fait découvrir des choses. Moi, je pense que sur une semaine, c'est toujours agréable de s'ouvrir. Et ça permet vraiment de montrer que nous, on est capable d'acquérir aussi ces moments de découverte de d'autres visions du football. Vendredi soir, les 4 heureux élus sont nommés, mais surprise. L'un d'eux est directement qualifié pour la finale européenne, qui aura lieu à Madrid en fin de saison. Direction maintenant Gérardmer dans les Vosges pour une tradition qui ne pourra pas être respectée. En effet, pour la première fois depuis 2014, le Géromois Alain Simonin ne pourra pas jouer le Père Noël en Chine. Lui qui pourtant est adulé pendant 3 semaines sur place au moment des fêtes, ne pourra pas faire vibrer la magie du Père Noël là-bas. Le confinement et surtout la perspective de respecter 3 semaines de quarantaine l'ont complètement découragé. Mais c'est un mal pour un bien car il pourra passer les fêtes de fin d'année en famille. Regardez ce reportage des équipes de Via Vosges qui l'ont rencontré. Ne vous y trompez pas, c'est bien en habit de travail qu'Alain Simonin nous a ouvert ses portes ce mercredi à Gérardmer. Depuis 2014, chaque hiver, ce Vosgien se rend en Chine, dans la province du Sichuan, à Chengdu, une petite ville de 14 millions d'habitants, où durant les fêtes de fin d'année, il joue au Père Noël pour le plus grand plaisir des clients d'un gigantesque complexe hôtelier. Mais cette fois, point de Santa Claus dans l'Empire du Milieu. La perspective de 3 semaines de quarantaine là-bas et le confinement qui vient de se rajouter ont eu raison de son voyage, mais à quelque chose malheur est bon pour cet ancien bûcheron. Oui, messieurs. Autant j'avais un sourire extraordinaire quand je suis parti la première année à Pékin, autant maintenant j'ai la larme à l'œil et même une grosse larme chaque fois que je m'en vais, quoi.
Donc finalement... Finalement, je vais me retrouver avec mes enfants et mes petits-enfants pour la période de Noël, à condition qu'on puisse se réunir. Apparemment, il va falloir attendre un petit peu. Et puis le travail dans les Vosges ne manque pas. Alain Simonin possède 4 gîtes, 2 dans la Perle des Vosges, 2 au Grand Valtin, avec quelques travaux à faire. Et ce ne sont malheureusement pas les locataires qui vont le gêner. Ma retraite, c'est mes gîtes. Et en ce moment, eh bien, c'est quand même un petit peu fébrile. Et pour la deuxième fois, eh bien, dans l'année, moi j'ai mes touristes qui viennent de partir de mes gîtes. Et tous mes gîtes viennent se vider. Et on avait encore une bonne semaine à travailler. Et là, je ne les aurai pas. Et là, la visibilité est assez nulle pour le mois à venir, quoi. Les temps sont durs, y compris pour le Père Noël, qui espère bien que ces gîtes se rempliront pour les fêtes de fin d'année. Allez, faisons un vœu. Direction l'Occitanie à présent, qui a décidé de mettre un peu d'eau dans son vin. C'est une expression qui prend tout son sens, vous allez le voir dans ce reportage, car pendant 9 mois, plus de 300 bouteilles de vin vont être immergées dans les parcs à huîtres de l'étang de Leucate. Une manière originale de conserver et de faire évoluer surtout ces cuvées. Toutes les explications avec nos confrères de Via Occitanie sur place. C'est une cuvée un peu particulière. Ces bouteilles de vin vont être immergées sous l'eau. On va amener les bouteilles sur l'étang et sur les parcs à huîtres. C'est donc dans l'étang de Leucate que ces viticulteurs vont plonger une partie de leur production sous les parcs à huîtres. Une grande première pour ce vigneron. On sait très bien que sur les vins rouges, l'altitude permet de très bonnes conservations et de très bons élevages. Pourquoi ne pas essayer, en les maintenant dans la même température et même luminosité, d'avoir des résultats et d'analyser ce que ça peut apporter sur des vins de garde. Laurent, lui, n'en est pas à son premier coup d'essai, puisque cela fait 10 ans qu'il immerge chaque année ses bouteilles de vin blanc. La pression qui va être exercée sur le bouchon amène au niveau du vin un échange gazeux qui est différent. On pourra dire que le vin va gagner en volume, le vin va gagner aussi sur des notes iodées, mais qui sont déjà présentes sur ce vin. Elles vont être renforcées. Voilà. Le simple fait d'évoluer, c'est pas de l'eau de mer qui va passer dans les bouteilles, ce sont ces changements de pression atmosphérique qui amènent une évolution différente du vin. Ce sont donc 348 bouteilles sur les 50 000 produites qui vont rester accrochées à ce parc ostréicole, car vin et huîtres font plutôt bon ménage. On a de la chance, on a une très bonne qualité d'eau. C'est une lagune qui est au bord de la Méditerranée, entourée de montagnes, les Corbières, les Pyrénées. On met les vins à côté des huîtres, elles grandissent ensemble et en plus on vient les déguster. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre 9 mois avant de pouvoir les sortir de l'étang, ce qui n'empêche pas de goûter déjà les cuvées précédentes. Il n'y a pas de creux en bouche, belle longueur. À consommer avec modération, bien sûr. Voilà, place à la rubrique Éco-entreprises et régions avec vous, Michel Picot. Bonjour et merci d'être présent dans le Grand JT des Territoires. Dans cette crise sanitaire, en plein confinement, certains jeunes n'hésitent pas pourtant à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est le cas de ce jeune couple dont vous allez nous parler, basé près d'Annecy, qui lance une nouvelle gamme de biscuits en forme de billes. Bonjour Cyril, oui, la marque s'appelle Papépille. Ce jeune couple a créé d'ailleurs 2 personnages qui font la marque. Et ces 2 personnages, c'est eux, c'est Madame et Monsieur. Madame Épille, de son vrai nom Fatia, et puis il y a Rabed, son mari, qui est Pape. Ça, c'est pour l'histoire. Mais ensuite, il y a les biscuits salés et sucrés qui sont directement inspirés des saveurs que le jeune couple a pu découvrir lors de différents voyages. Un concept est fort. Les biscuits en forme de billes sont uniques au monde. La grande distribution s'est intéressée à eux, mais il a fallu fabriquer plus. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont vendu leur maison pour créer leur usine. Et pour la petite histoire, sachez que les 2 tourtereaux sont encore infirmiers de profession. Ils sont souvent appelés en renfort. Rabed est tombé malade, mais cela ne les a pas empêchés de poursuivre leurs rêves, leur envie d'aller jusqu'au bout. Et ils recherchent toujours des investisseurs pour passer à la vitesse supérieure et créer des emplois. Merci Michel Picot et à très vite. Nous allons dans l'Aube maintenant pour une drôle de dégustation, vous allez le voir. Une boulangerie de la commune de Saint-Savine met à votre disposition là-bas des rouleaux de papier toilette à déguster. Un clin d'œil humoristique en cette période de reconfinement. Le but, c'est d'amuser ses clients et ça marche, comme le montre ce reportage de nos confrères de Canal 32 sur place. Regardez. J'ai discuté avec mon ouvrier et puis c'est parti d'un gros délire. C'est vraiment, tiens, allez, on va les faire, on verra bien.
J'avais pas vu qu'on en avait fait dans le coin. Je suis allez, c'est parti, il faut bien qu'il y en ait un qui le fasse. Ce qu'on attendait nous, c'est de voir des gens sourire, rigoler. C'est ce qu'on voulait vraiment, quoi. Parce que le truc, c'est bonne humeur et c'est de se fendre la porte, comme on dit, quoi. C'est plus le fait de dire, bah ouais, les petits commerces sont là, on est très bien capable de faire voir aussi qu'on est vivant, quoi. Et je pense à tous les collègues restaurateurs qui ne peuvent pas s'amuser, donc on fait ça pour eux aussi, pour faire voir que nous aussi on peut bouger. Là où on est on rigole, c'est qu'on a des commandes. Donc il y a des gens qui veulent faire leur gâteau d'anniversaire comme ça. Donc moi après je trouve ça humoristique. Je pense qu'on est dans une année de merde comme on dit, mais le papier toilette fait bon usage. Voilà, merci de votre fidélité, merci d'avoir suivi le Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. Et rendez-vous dans une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.